Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Place des Enjeux, une deuxième édition spéciale consacrée une nouvelle fois à l'élection municipale de Villejuif 2026. Et pour cette édition, j'ai un grand plaisir, c'est d'avoir à côté de moi Franck Conquet, qui représente la liste Ensemble Retrouvons Villejuif, et qui est arrivé avec 3 voire 4 invités, un quatrième invité va nous rejoindre dans quelques instants. Je vais tous vous les présenter. Alors j'en profite pour vous rappeler, bien évidemment, et vous le savez, vous pouvez nous voir en direct, vous le faites d'ailleurs très nombreux en ce moment même, et puis vous pouvez retrouver le replay sur les différents réseaux sociaux. Et bien évidemment, pour ce nouveau numéro, à côté de moi, à la réalisation, c'est Nolan Elongo qui m'accompagne. Merci à toi une nouvelle fois, Nolan. Alors, Franck Conquet, bonsoir Franck. Bonsoir. Alors, avant tout, moi j'aimerais que vous vous présentiez un petit peu pour les gens qui nous regardent. Alors, on le sait, Villejuif, c'est votre ville de cœur, vous y êtes né. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis né maintenant il y a 44 ans dans la cité des Lauzets, Oui. où j'ai passé quasi toute ma vie. Et c'est comme ça que j'en suis arrivé aujourd'hui à la présentation pour les élections de Villejuif. Oui. Et alors, vous aimez vous présenter, non pas comme finalement un homme politique, mais plutôt un homme qui est en phase avec les problématiques du quotidien. Oui, parce que j'ai jamais été encarté politiquement, j'avais jamais fait de politique de ma vie. J'ai été sur une liste électorale en 2020 par, on va dire, des faits qui m'ont permis de rencontrer à l'époque le maire et oui, où j'avais vu avec lui un vrai rapport humain. Et c'est comme ça que, par la force des choses, aujourd'hui, je suis arrivé. J'étais commerçant, on avait repris l'association des commerçants, on avait essayé de dynamiser avec différents commerces l'attractivité de la ville. Avec des commerçants, on a essayé de recréer entre... à l'époque, le Noël des commerçants, on a essayé de refaire la brocante du centre-ville. Donc, on a créé des événements. Et petit à petit, sur le coup, ça m'a emmené un peu à des problématiques que aussi les commerçants avaient, les problématiques que les gens ont dans les cités, ça je les connais. Bien sûr. Donc dans le milieu du travail, puisque j'ai eu des commerces à Villejuif, j'ai eu un restaurant, j'ai commencé par faire les marchés, puis j'ai été responsable d'une agence immobilière. Et ça m'a emmené naturellement à construire des projets humains avec des personnes, créer des projets de vie. Et voilà, c'est ce qui a fait aujourd'hui l'envie d'un seul coup de se lancer en politique. Et de vous battre pour Villejuif. Et vous dites dans votre programme, vous le mentionnez, pour vous, votre espoir, c'est de retrouver un Villejuif où il fait bon vivre. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Villejuif où il fait bon vivre, quand nous, on a grandi dans nos cités, les portes étaient ouvertes, les gens pouvaient se promener à n'importe quelle heure, n'importe quand. On avait une offre vraiment diverse et variée de commerce. Oui. On allait le matin, on partait tous ensemble à l'école, on mettait quelques pièces dans nos mains et puis on allait chercher un paquet de chips qu'on se partageait. Il y avait un vrai côté humain dans tout ça. Il y avait pas, on mélangeait tout, on partageait tout. Et ça nous a donné aujourd'hui l'envie aussi de retrouver ça. Il y a 20 ans maintenant, on avait un vrai service jeunesse. On avait des équipes qui pouvaient nous aider, nous accompagner, ce qu'aujourd'hui on n'a plus. D'accord. Oui, la dimension humaine est toujours très présente, aussi bien dans votre démarche que dans votre programme, je crois. Oui, c'est ça. Il n'y a que l'humain. Il y a on va dire, pas concurrente, mais une candidate qui me disait que j'étais peut-être trop humain. Je préfère être trop humain que trop politique. L'est-on jamais, effectivement. Alors, on va rester dans l'humain puisque je vais présenter maintenant vos invités. Oui. En commençant par cette charmante dame qui est à vos côtés. Bonsoir Sarah. Alors, vous êtes vous-même Sarah Allo. Sarah, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots. Oui, alors du coup, moi, Sarah Allo, donc j'ai 40 ans, j'ai grandi à Vitry-sur-Seine et depuis plus d'une dizaine d'années, donc je suis à Villejuif. Moi, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'étais séparée quand mon fils a eu 3 ans. Donc, j'étais déjà à Villejuif. Donc, j'étais d'abord du côté de Léo-Lagrange. Et maintenant, je suis à Paul-Vaillant-Couturier. Donc, je suis restée dans la ville. Et donc, je sais ce que c'est aussi d'être maman solo. Donc, j'ai une grosse pensée pour celles qui le sont, pour avoir été longtemps dans cette situation. Et j'ai à cœur d'améliorer la ville parce qu'avant tout, je me bats pour mes enfants aujourd'hui. C'est pour ça que je suis là. Eh bien, bienvenue Sarah. Alors moi j'ai une question avant tout, c'est savoir ce qui vous a amené à vous lancer dans cette aventure des municipales en compagnie de Franck. Justement parce que je trouvais que c'était très très difficile d'avoir déjà des places en crèche, pour même dire absence totale de réponse malgré les demandes, malgré les sollicitations.
Donc en dehors du refus, le fait de ne pas avoir de retour, moi c'est quelque chose qui m'a frustrée. Je sais que je suis pas la seule, donc c'était vraiment une vraie incompréhension déjà. Surtout quand on travaille, alors pas que quand on travaille, mais dans mon cas, je travaillais et que je me retrouvais face à me dire que potentiellement je n'allais pas pouvoir revenir travailler parce que je n'avais pas de solution de garde, donc une situation pour moi très très stressante. Donc ça, c'était la première chose. Donc l'idée, c'était de défendre aussi les mères qui sont dans la même situation que vous et de leur proposer des solutions. Exactement. En fait, vraiment un système plus juste pour tout le monde et qui s'adresse à tout le monde, avoir des solutions aujourd'hui pérennes pour les habitants. Donc ceux qui travaillent et ceux qui sont aussi dans le besoin parce qu'il y a différentes situations, différents cas. Donc ça, c'est la première chose. Et après, avec mon aîné qui aujourd'hui a 10 ans, donc j'ai fait tout le parcours scolaire. Donc j'ai eu les problèmes de grève des ATSEM, le manque de personnel, des gens aussi qui ne sont pas forcément dans des conditions sereines. Donc c'est pour ça aussi qu'ils se font grève aujourd'hui. Les problèmes de cantine aussi, le périscolaire aussi parfois où on manque de place, donc parfois on se retrouve aussi à ne pas avoir de place en centre de loisirs pour nos enfants, et pareil quand on travaille il faut avoir des solutions. Donc en fait toutes ces situations là qui je pense parlent à beaucoup de gens ce soir, oui. Je les ai vécues à titre personnel, et puis après bien évidemment au-delà de l'éducation des enfants, c'est aussi une ville où j'aspire à une ville plus propre, une ville où on se sent en sécurité, une ville où il y a une diversité, mais une diversité qui ne soit pas dans l'opposition, une diversité où on est tous ensemble, parce que ce que je dis, moi je suis moitié française, moitié péruvienne, mon conjoint est indien aujourd'hui. Donc voilà, cette diversité, je l'ai au quotidien, c'est quelque chose que j'aime, mais voilà, je prône le vivre ensemble et pas le communautarisme. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'ai aimé. J'ai vraiment envie de porter ces valeurs-là. À travers le programme de Franck. Très bien. Voilà, et j'ai aimé son engagement et sa sincérité. C'est pour ça que je l'ai rejoint. Parfait. Belle présentation. Merci beaucoup. Merci à vous, Sarah. Alors, à vos côtés, vient de nous rejoindre, merci à vous, c'est le professeur Christophe Trézalet. Et merci, bienvenue dans l'émission. Alors, vous-même, je vais vous demander en quelques mots, professeur, de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci de votre invitation. Je suis professeur des universités, chirurgien des hôpitaux, chirurgien digestif. Et donc, pour faire court, ça fait 20 ans que j'habite ici, à Villejuif. Je suis très attaché à cette ville. Elle a une richesse et un potentiel extraordinaire. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis resté ici, bien que mon lieu de travail soit assez éloigné. Oui. J'aime cette ville et je compte y rester. Vous comptez y rester dans les meilleures conditions. C'est la raison pour laquelle peut-être vous avez voulu soutenir Franck. Alors, mes conditions d'engagement, elles sont totalement apolitiques parce que la santé, évidemment, on a discuté beaucoup de santé avec Franck Conquet. Oui. L'engagement en termes de santé ne peut pas être politique puisque la santé, elle s'adresse à tous. Et donc, je trouve que c'est sain de parler de santé puisque je ne parle pas de politique. Oui, ça m'intéresse effectivement. Pas. Très, très honnêtement, la politique ne m'intéresse pas à partir du moment où on s'engage en termes de santé sur l'amélioration de l'offre de santé dans nos territoires. Comme partout en France, on voit naître une inquiétude et des soignants et des patients, de la population, qui est la carence en soins dans différents territoires. On n'est pas épargné. Les déserts médicaux, c'est une réalité. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, Paris est un des principaux déserts médicaux de France. Paris et sa région. Hein. Oui. Et donc, avec Franck Conquet, on a pu discuter. J'ai fait des propositions auxquelles il a été sensible. On le marquera à la culotte si jamais il était, bien sûr, en fonction de pouvoir prendre des décisions. Les décisions en termes de santé qui importent, c'est de pouvoir offrir à la population une offre de santé auquel elle a droit. Oui. Et qui s'adapte aux contingences actuelles épidémiologiques. L'épidémiologie actuelle, c'est quoi ? C'est un vieillissement de la population. Oui. Qui touche tous les territoires et pour lesquels les seniors sont assez peu pourvus. On manque de places en EHPAD, on manque d'aide à domicile, de soignants. Effectivement, on en parlera un petit peu plus avant dans l'émission. Oui, effectivement, je vous ferai réagir sur ce sujet. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe parce qu'on voit que les personnes âgées sont parfois abandonnées à leur sort, donc on pourra en discuter. Un problème épidémiologique majeur qui est celui de l'obésité. Oui. Obésité, c'est 30% de la population actuelle, 30% d'obèses et de surpoids. On est actuellement en phase d'enquête nationale. Les projections pour 2030, c'est demain, c'est 50% de la population obèse et en surpoids. Pourquoi on peut lutter contre ce fléau ? C'est en réorganisant l'alimentation dans les cantines pour les enfants. Oui. C'est-à-dire qu'en revoyant un peu la façon dont on alimente les enfants et les collectivités en essayant de se départir de l'alimentation transformée, qui est probablement une catastrophe sanitaire.
C'est aussi en replaçant à sa juste place le sport et santé que j'ai expérimenté en venant en courant ici, puisque j'étais en retard. Et donc je vois à quel point il est important d'avoir du souffle. Et donc je compte effectivement sur Franck Conquet pour mettre en place un certain nombre de mesures en faveur du sport et de la santé, pour lutter contre l'obésité, en faveur d'une alimentation saine pour le maximum de la population, en faveur des seniors, et puis effectivement remédicaliser ce territoire qui manque de médecins généralistes. Et dans les ateliers qu'on a pu organiser avec Franck Conquet, on s'est aperçu aussi qu'il manquait beaucoup de paramédicaux, c'est-à-dire des professions auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont essentielles dans la prise en charge sanitaire des patients, des infirmières, des aides-soignantes pour assurer le nursing des patients qui veulent rester chez eux à domicile, mais on parlera de la dépendance tout à l'heure si vous voulez. Et ça, c'est très important, on en manque de kinés, d'orthophonistes, de psychologues, etc. Voilà, donc j'ai trouvé chez Franck Conquet une écoute très attentive, du sérieux dans les propositions qui m'étaient faites en retour de celles que je faisais, raison pour laquelle, effectivement, je soutiens sa candidature. Très bien, je vous remercie. Voilà, c'est vraiment une approche très très large et effectivement bravo pour votre engagement, Franck, et merci au professeur. Une soirée avec lui, vous repartez, vous êtes médecin déjà. Effectivement. Alors là, je vais aller sur ma gauche cette fois parce qu'il nous reste deux invités qui nous font le plaisir d'être là. Alors tout d'abord, à côté de moi, c'est Sébastien Meignier. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors même chose, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots, Sébastien. Alors, Sébastien Meignier, j'habite à Villejuif depuis maintenant une dizaine d'années. Oui. J'ai connu Franck par le travail. On a travaillé ensemble. Moi, je viens d'arriver à Century 21 à l'agence de Villejuif, où il était responsable de l'agence. Et on a, au fil du temps, créé un lien amical. Il m'a après parlé aussi de la ville, de l'attachement qu'il avait pour cette ville. Et je l'ai rejoint fort de ses propositions sur son engagement pour la ville. Oui. Voilà. Grâce à Century 21, j'ai pu acheter un logement. Donc, je suis propriétaire aujourd'hui et j'ai 2 enfants. Oui. Et j'ai eu le même souci que toi sur les non-réponses. Oui. Et ça, c'est un peu embêtant. Oui, donc ça sera un point aussi important, voire en termes de propositions. Et justement, Sébastien, comment est-ce que vous envisagez votre engagement en faveur des habitants de Villejuif ? Un engagement total déjà, un engagement sincère. On n'a pas d'étiquette politique. Moi, je ne suis pas du tout, et je vous rejoins, alors je ne suis pas du tout pour la politique, mais vraiment pour les faits concrets et agir dans une manière sereine et pérenne oui. pour les habitants. Souvent, on entend beaucoup de choses, mais au-delà de ça, il ne se passe pas grand-chose. Que ce soit les commerçants, le sport, la vie au quotidien à Villejuif, j'ai envie de mener toutes ces actions pour le bien des habitants. Oui, effectivement. Donc là, vous avez de grands chantiers qui s'ouvrent devant vous. Tout à fait. Alors, à côté de vous, dernier invité, c'est Hassan Sabsab. Bonsoir Hassan. Bonsoir. Alors, même chose, je vais vous demander également de vous présenter aux personnes qui nous regardent. Bah écoutez, moi Hassan, 27 ans, un parcours assez classique, originaire de Villejuif. Oui. Ma scolarité, je l'ai fait entièrement à Villejuif. Oui. Salarié du secteur privé. Comment j'ai rencontré Franck, c'était par rapport à un projet d'abord au sein des quartiers, où j'essayais de recueillir un maximum de témoignages concernant les contraintes des habitants, etc. Et c'était un combat qu'on menait à petite échelle dans nos quartiers, etc. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. Et Franck a été à notre écoute. Il s'est même aussi déplacé pour constater, voir. Et c'est pour ça qu'on est avec lui aujourd'hui. C'est surtout, on est derrière ses idées, ses objectifs, etc. Et du coup, ça fait écho à ce qu'on... Oui. Et justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans l'approche de Franck par rapport aux problématiques que vous pouviez rencontrer ? Le fait qu'il soit intéressé, à l'écoute. Dans nos quartiers, on a un certain problème, c'est qu'on n'est pas forcément assez écouté ou considéré, je dirais. Donc on a des demandes, on a des objectifs, mais malheureusement, on n'est pas forcément écouté et les gens penseraient directement que ça demande des moyens ou des gros chantiers. Oui. Mais les jeunes, la plupart, ils souhaitent être écoutés et accompagnés. Mmh, oui, donc ça, c'est l'approche humaine, une nouvelle fois, exactement. Je crois, qui est mise en exergue. Voilà, c'est vraiment ce qui vous caractérise, Franck, manifestement. En tout cas, c'est comme ça qu'on a construit toute notre équipe et notre liste.
Ben justement, parce que moi je voulais, comme vous me parlez de l'équipe, moi je voulais que vous me parliez un petit peu de l'équipe, des gens qui vous entourent dans cette aventure ensemble, Retrouvons Villejuif. Quels sont les profils des personnes qui sont avec vous? Je crois qu'on a le logo, hein, Nolan, voilà, ensemble, Retrouvons Villejuif. Et puis on a votre affiche également, voilà, qui d'ailleurs est derrière moi. Voilà, vous êtes ici, cher Franck. Donc voilà, quels sont les... Bon, c'est une belle aventure humaine, mais quel est le profil des gens qui vous entourent? Je crois qu'il n'y a pas de profil type. Oui. On est tous nés, enfin pas tous, mais une grosse partie nés à Villejuif. Oui. On a tous comme point commun l'amour pour Villejuif et l'envie de bien faire. Oui. Quand on a construit l'équipe avec, on va dire, des personnes autour de moi, on a vraiment demandé aux gens déjà, mais combien de temps vous avez à accorder pour la ville? Oui. Si c'était pour avoir à terme des adjoints ou des élus fantômes, ça ne m'intéressait pas. Oui, il faut des personnes franchement investies sur le long terme. Et on a essayé aussi d'apporter des compétences, de ne pas mettre 10 personnes pour le sport, mais d'essayer un peu d'avoir des compétences dans toutes les thématiques que peut rencontrer une mairie. Et c'est aussi pour ça où j'ai voulu absolument avoir on va dire une liste de personnes qui puissent avant tout demain déjà être mes amis pour la plupart, ou des connaissances pour ma plupart, ou des personnes qui sont devenues mes amis, mais vraiment des personnes qui ont une capacité à aller vers l'autre, une capacité à aller voir les gens, une capacité à aller à l'encontre des problèmes, et de ne pas dire oui, je vais le faire, et de rien faire du tout, mais de dire la vérité. Soit non, je ne peux pas le faire, soit oui, je peux le faire. Et à la fin, c'est de répondre juste, d'accord, à un moment donné, il y a un problème, mais on fait quoi? Et pour ça, je me suis entouré d'une équipe qui, pour moi, aujourd'hui, est représentative de la ville. On vient de tous les quartiers, on vient de toute origine, de tout horizon. Et c'est ce qui fait peut-être notre force. Quand il y a un de nous qui est malade, on se déplace, on est fatigué, mais c'est pas grave, on continue. Donc ça a été un long parcours, puisqu'on est parti maintenant il y a 12 mois en campagne. Voilà, ce soir c'est la fin, dans quelques heures, donc on verra le résultat dimanche, mais on a passé des vrais bons moments humains, et c'est ce qui aujourd'hui nous caractérise. Oui, la solidarité et l'aventure humaine avant toute chose, effectivement. Alors, avant de parler bien sûr de votre programme plus en détail, moi je voudrais qu'on revienne quelques instants sur le premier tour des élections, bien évidemment. On va mettre à l'image, Nolan, si tu le veux bien. Voilà, ça c'est... Alors, on rappelle, petit rappel des faits. Donc, premier tour, il y a 9 listes qui sont présentées aux habitants et aux habitantes de Villejuif. À l'issue du premier tour, donc 4 d'entre elles vont récolter plus de 10% des voix. Donc, on a tout d'abord celle de Pierre Garzon, donc, qui est le maire sortant, qui fait un peu plus de 24%. Ensuite, on vous retrouve, Franck, avec 20,10%. En troisième position, il y a la liste de Christelle Esclangon, avec 20,05%. Et enfin, celle de Jamel Harouche, LFI, qui est à 12,22%. Et donc, pour le second tour, donc pour ce tour de dimanche, on ne retrouve plus que 3 listes, puisque Jamel Harouche a rejoint Pierre Garzon dans une liste d'union. Alors, moi, ce que je voudrais déjà savoir, quand on voit ces chiffres, concernant la liste de Pierre Garzon, 24%, c'est relativement peu. Est-ce que, finalement, ça signe un désaveu à l'égard du maire sortant? En tout cas, pendant toute cette campagne, dans la rue, on a eu le même retour. Voilà, un vrai désaveu du maire sortant. Maintenant, il fait quand même son score, il est là. C'est pour moi aujourd'hui très faible pour un maire sortant. C'est peut-être le score le plus faible du Val-de-Marne pour un maire sortant. Maintenant, il a quand même gagné beaucoup de bureaux, donc il va falloir aller à la conquête de ces bureaux. Oui. Il va falloir continuer à les savoir et creuser pourquoi les gens ont voté pour lui et les entendre. Par contre, il y a aussi beaucoup d'abstention. C'est ce qui fait aussi... ça, on va en parler dans quelques secondes. C'est ce qui fait aussi ce score. Moi, plutôt, c'est le score que nous, on fait. Où là-dessus, j'en suis content et heureux, puisqu'il y a 12 mois, on n'était pas du tout connu en politique. Et aujourd'hui, on montre qu'on est la deuxième force politique de la ville, même si j'aime pas ce terme force politique, mais en tout cas, on a été sollicité et plébiscité par les Villejuifois. Oui, tout à fait. Alors, même chose, puisqu'on parle des Villejuifois, il y a une question que beaucoup se posent, et vous doutez de celle que je vais vous poser, bien sûr, à l'instant. On a 3 listes. Pourquoi pas de fusion entre votre liste et celle de Christelle Esclangon? Je ne suis pas quelqu'un qui
qui attaque et qui publie. Non, alors, je vais vous donner, parce que je recevais il y a 48 heures de cela Christelle Esclangon sur le plateau. Alors, elle m'a expliqué que si elle avait choisi de maintenir sa liste, c'est parce qu'elle pensait qu'en se retirant, elle ne vous donnerait pas la possibilité d'avoir la majorité du fait de sa position centrale. Voilà un petit peu l'explication de Christelle Esclangon. Ben alors, elle a, on va dire, deux faces, parce que la première, quand on s'est vus ensemble, donc lundi après-midi, elle m'a proposé donc de se désister. C'est par la suite où moi, j'ai voulu absolument faire une fusion, parce que pour moi, on est plus fort à deux que tout seul. Et c'est surtout que elle avait quand même des idées, elle a quand même récupéré un peu plus de 3000 voix aussi. Tout à fait. Donc l'idée était vraiment de créer une seule union face à Pierre Garzon. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Voilà. Oui, donc on va retrouver trois listes dimanche, effectivement, vous le regrettez. Alors, vous-même, vous avez des soutiens politiques. J'ai vu notamment Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne, qui vous a apporté son soutien aujourd'hui. Alors que je n'avais pas, puisqu'il soutenait Christelle Esclangon. Maintenant, aujourd'hui, enfin depuis l'annonce officielle de son maintien de sa candidature, effectivement, on a été approché par beaucoup de partis que j'avais toujours repoussés, qui aujourd'hui nous disent mais on ne comprend pas pourquoi. L'objectif, c'est de battre Pierre Garzon. Ça a toujours été mon objectif numéro 1. Moi, j'avais toujours dit que si j'étais en 3e position, j'aurais appelé à voter pour la 2e. Mais malheureusement, ça s'est pas fait comme ça. Encore une fois, je le regrette parce que c'est aujourd'hui les Villejuifois. Depuis 2 jours que l'annonce a été faite, on se fait juste harceler par des messages. Pourquoi ? Encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui attaque sur les réseaux. Donc, quand les personnes viennent au local, je leur montre, je leur divulgue les informations. Et je reste totalement transparent. J'ai pris, en tout cas, après différentes réunions avec mes équipes, le choix de maintenir ma candidature. Déjà parce qu'on arrive 2e, mais parce qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, on a la plus grande force de pouvoir rallier autant ceux qui n'ont pas encore qui ne sont pas encore déplacés dans les urnes, mais aussi d'aller chercher des voix autant chez Christelle que dans les autres partis, puisque même si on m'a classé de divers droite par rapport à des éventuels soutiens et surtout de l'ancien maire, je n'ai pas du tout d'étiquette politique et j'en aurai pas. D'accord. Alors, est-ce que finalement, il ne faut pas faire appel au vote utile ? Si, c'est ce que j'ai tenté de faire avec des communiqués de presse, très simples, sans attaque, encore une fois. Malheureusement, la personne s'est toujours maintenue et est toujours maintenue en tant que 3e candidate. Maintenant, j'espère rassembler effectivement le vote des jeunes qui, eux, ont appelé à voter, mais on va dire pas contre Pierre Garzon, mais presque, puisqu'ils n'ont pas été votés pour lui au premier tour. Et aussi le vote de toutes les personnes qui sont contre aujourd'hui le rapport et la fusion avec LFI. Ça a été vraiment la vraie question qu'on est venu nous rapporter à notre local. Oui, donc des voix qui vont se reporter sur votre liste potentiellement. En tout cas, je l'espère. Alors, l'inconnu, effectivement, c'est la participation. On a vu, lors du premier tour, l'abstention avoisiner les 52%. Oui. Elle est supérieure de 10 points à la moyenne nationale. Déjà, comment vous l'analysez ? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut dire pour inciter les gens à venir voter dimanche ? Aujourd'hui, c'est vrai que dans nos prévisions, on s'attendait à autant d'abstention, à peu près 50%. Ce qui est aujourd'hui trop à Villejuif. On l'a beaucoup dit, nous, en porte-à-porte, puisqu'on a commencé le porte-à-porte au mois de septembre, où on disait aux gens, on ne veut pas être le maire des 32 000 votants, on veut être le maire des 60 000 habitants. Oui. Puisque aujourd'hui, les 60 000 habitants vivent à Villejuif, utilisent tout ce qui se passe à Villejuif, autant les commerces, les écoles, les activités, les transports et autres. Et donc, il faut être le maire de tout le monde, et pas le maire que des votants. Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi un vrai ras-le-bol, puisque sinon, il n'y a jamais eu autant de listes à Villejuif. 9 listes étaient historiques. Donc, je pense que les gens en ont aussi un peu assez de cette politique, de ce monde politicien où les gens ne connaissent plus la vie de tous les jours, la vie que les gens, le prix de la baguette, le prix du ticket ou de métro ou autre. Et même aujourd'hui, c'est ça qu'il faut ramener. C'est d'avoir quelqu'un d'humain, c'est d'avoir quelqu'un dans la rue, c'est d'avoir un maire qui est dans les bureaux. Il y a peu d'importance. L'idée, c'est proche de la réalité du terrain. C'est ça, et puis d'aller à la rencontre des gens.
quand on se promène et qu'on va dans des sites HLM, qu'on nous dit qu'on est en manque de logements sociaux et que dans certains immeubles, on a jusqu'à 7 ou 8 appartements vides depuis plus de 3 ans, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Effectivement. Alors, moi, je voudrais... on va faire un très rapide tour de table, alors en 1 ou 2 phrases. Si vous deviez, chacun de vous, inciter les gens à aller voter dimanche, que diriez-vous, Sébastien ? Je vous remercie. Je pense que c'est vraiment important d'aller voter dimanche. Il faut qu'on arrive à faire barrage, si je peux le dire, si vous me permettez cette expression, contre le maire sortant. Il faut qu'on arrive à capter réellement le programme de Franck Conquet. Donc j'invite tout le monde à le lire et à le relire. C'est important ce que je dis ce soir. Les idées sont saines. C'est une personne sain, corps et d'esprit. Il a à cœur, encore une fois, je me répète, de œuvrer pour le bien de la ville. Et son programme est périn donc, sur plusieurs aspects. Donc j'invite réellement à appeler aux gens de se mobiliser, s'il vous plaît, d'aller voter pour Franck Conquet. Très bien. Alors Hassan, même question. Pour moi, on devrait tous aller voter parce que ce que je pourrais dire aux gens, c'est que du coup, le destin est entre nos mains. Le destin est entre nos mains. On a tous des objectifs, des rêves, etc. Mais donc, du coup, pour les réaliser, etc., le destin est entre nos mains. Donc, je pense qu'il faut aller voter absolument. Donc, il faut mobiliser tout le monde, que ce soit les seniors, les jeunes, etc., pour que pour une fois, leurs attentes soient écoutées. Oui. Et qu'est-ce que vous diriez justement, parce qu'on sait que les jeunes, la politique, aller voter, c'est pas forcément un réflexe. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui pour lui dire vas-y, va voter dimanche ? Cette question, elle est intéressante parce que je me sentais moi aussi concerné du coup, par cette problématique. Mais c'est que du coup, la première fois que j'ai approché Franck et que je lui ai expliqué mes contraintes et nos contraintes dans les quartiers et que j'avais plein d'idées, etc., moi, j'attendais. Les jeunes, souvent, sont dans une position d'attente en se disant, on espère que les choses se passent. Franck m'a dit, ok, t'as des idées, vous avez des idées, venez, la porte elle est grande ouverte. Oui. Donc je pense que oui, c'est comme ça que je mobiliserai les jeunes. Vous avez des idées, etc., allez voter et puis on pourra construire ça ensemble. Parce que ce qui est intéressant dans ce programme, c'est qu'on l'a tous fait ensemble. Oui. À partir avec divers ateliers, mais c'est pas que l'équipe. La porte a toujours été grande ouverte, donc certains étaient intéressés par d'autres ateliers, par exemple la petite enfance, etc., ou la jeunesse. La jeunesse, on avait sûrement un peu plus de monde, mais les ateliers étaient ouverts à tous. D'accord. Donc ce programme a été construit avec tout le monde. Donc là, venez effectivement, oui. Ah, non, je sais parce qu'à 3 ans, ils n'arrivent pas encore à s'exprimer sur leurs idées et pas le programme. Pas toujours, mais en tout cas pas les mêmes. Oh, regardez la petite enfant qui nous a écrit une lettre à tous les candidats. Ah oui. De 6 ans. Tout à l'heure, m'a fait la surprise de venir au local pour me dire merci d'avoir répondu. On a fait des photos et ça touche. Donc on voit qu'à 6 ans, on peut déjà donner des idées et des envies. Et surtout, là c'est une chose, mais tous les candidats, mais surtout le maire sortant devrait se remettre en question. Puisque si une enfant de 6 ans vient et vous dit oui, les WC ont une odeur un peu nauséabonde, on devrait se remettre en question. Oui, c'est qu'effectivement, il y a des vraies attentes. Et déjà, chez les petits, ils ont des idées, des projets. Alors, Sarah, que diriez-vous ? Alors moi, c'est un discours un peu plus large parce que, étant d'origine sud-américaine, comme vous le savez, je pense très bien, il y a malheureusement eu et encore des dictatures qui ont sévi et où on n'avait pas cette chance de pouvoir voter. Donc pour moi, depuis toute petite, en fait, j'ai toujours grandi avec cette idée que peu importe mon vote, il fallait que je le fasse parce que j'ai cette chance de pouvoir m'exprimer. Et je pense qu'il faut que les gens réalisent qu'ils ont la chance de pouvoir aujourd'hui décider l'avenir de leur ville et plutôt que de laisser d'autres gens décider parce qu'aujourd'hui on a cette démocratie, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Donc déjà j'invite tout le monde vraiment à s'exprimer, à dire ce qu'ils attendent pour Villejuif. Et pourquoi moi je rejoins Franck ? Parce que je voulais vraiment quelqu'un qui soit droit, qui ait des valeurs humaines, des valeurs d'engagement, des valeurs aussi de famille, de respect. Et j'ai vraiment retrouvé toutes ces valeurs avec lesquelles moi j'ai grandi en tant qu'enfant auprès de Franck. Et c'est vraiment pour ça aujourd'hui que je le soutiens parce que avant tout, certes, j'ai lu un maire, mais j'ai lu aussi une personne avec des valeurs. Et pour moi, c'est important et je veux vraiment quelqu'un qui soit à l'écoute et proche de ses habitants. Et pour moi, je pense que Franck est la personne qui représente le mieux ces valeurs-là.
Très bien, merci beaucoup Sarah. Encore beau compliment une fois de plus. Soit ils me font pleurer, mais en tout cas je les ai pas payés. Ça, c'est sûr. Oui, j'allais dire, je vous jure, je n'ai pas été payée. On va leur demander. Alors je vais m'adresser cette fois au professeur Trézalet. Donc si vous voulez bien nous dire en quelques mots, comment vous verriez convaincre quelqu'un en face de vous qui ne veut pas aller voter dimanche? D'abord, effectivement, je crois que c'est une chance de pouvoir voter. Quand on voit dans le monde le nombre de personnes qui rêveraient de pouvoir avoir cette chance. Donc de la laisser passer, c'est quand même vraiment dommage. Ensuite, pourquoi Franck Conquet? Parce que j'ai trouvé dans cette liste une vraie diversité. Diversité de sensibilité, puisque comme on l'a dit, il n'y a pas eu de discussion politique à aucun moment. J'ai participé à quelques réunions et j'ai trouvé ça agréable, qu'il n'y ait pas de clivage politique, de dogmatisme. Donc ça, j'ai apprécié. Où les idées et les projets étaient prééminents. Donc cette diversité de sensibilité, diversité sociale, diversité de profession, diversité de projets, ça m'a plu. Oui. Et je crois que Franck Conquet représente vraiment la diversité de la ville, pour laquelle on est encore ici tous, et qu'on apprécie. Et je crois qu'elle s'incarne dans cette liste et dans ce projet. Voilà. Et puis bien sûr, on y reviendra peut-être en matière de santé et d'écologie. Il sait à quel point je tiens à l'écologie, pour des raisons qu'on pourra peut-être détailler. J'ai trouvé effectivement un écho qui me paraissait plus qu'intéressant. Donc je soutiens effectivement Franck Conquet. D'accord, donc merci à vous pour ces messages pour dimanche et j'espère que ça pourra inciter d'autres personnes à aller voter et que le taux d'abstention baissera pour ce second tour. Alors maintenant on va parler du programme, très riche, on l'a dit. Alors on va essayer de voir le maximum, on a un temps imparti, on va essayer de voir un maximum de thématiques. Bien évidemment, on va essayer d'être assez concis et d'aller à l'essentiel. Parmi les sujets, Franck, qui vous tiennent à cœur, moi je sais qu'il y a avant tout le logement et l'urbanisme. En vrai, le logement et l'urbanisme, c'est assez large. Oui. À Villejuif, déjà, la première chose qu'il faut revoir, c'est le logement social. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans un état d'insalubrité. Oui, il y a à peu près 80% du parc qui serait... Oui, hormis, on va dire, les résidences qui ont moins de 5 ans. Sinon, malheureusement, aujourd'hui, ils sont construits soit très vite, soit trop vite, avec des matériaux qui peuvent être compliqués. Et ceux qu'on a construits il y a bien longtemps, peut-être qu'ils soient très solides, mais il n'y a eu aucun projet de rénovation. On s'aperçoit que la cité du Clos, aujourd'hui, Hassan en fait partie, vit là-bas, mais elle est dans un état pitoyable. Alors, certes, il y a un projet qui va être en cours. Mais on a fait la semaine dernière un porte-à-porte à Armand-Gouret, c'est catastrophique. Moi qui viens des Lauzets, ma mère, ça fait 20 ans qu'elle se bat pour avoir des volets à sa fenêtre, ça n'a jamais été posé. On a fait diverses réunions avec le maire sortant, ça n'a jamais bougé. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, autant d'humidité, de champignons, de fuites d'eau qui ne sont jamais réparées. Pour vous dire le souvenir, quand ils ont changé les chaudières, ils ont installé la chaudière avec 2 vis, le lendemain la chaudière était par terre. Voilà, c'est juste des choses qui sont faites très vite. Alors que quand on connaît un peu le monde de l'immobilier, on sait que pour les bailleurs sociaux, ils gagnent correctement leur vie, parce qu'aujourd'hui, pour Batigère, on va en parler, si on parle de lui, il est en bénéfice foncier sur la ville. À un moment donné, on pourrait entamer, les forcer à réaliser un vrai projet de rénovation urbaine. Et comment vous y prendriez? Quels sont vos axes majeurs dans ce domaine? Alors, pendant la campagne, j'ai sollicité vraiment beaucoup de maires qui m'ont la plupart ouvert leurs portes, qu'ils soient de tous bords politiques. Et beaucoup m'ont informé de la création de leur charte qui est faite. Au début, ils étaient 2-3 bailleurs sociaux dedans. Puis petit à petit, ils les ont forcés à intégrer cette charte. Donc c'est vrai que c'est le point le plus important de notre projet. Pourquoi? Parce que l'idée, on sait que Villejuif demain ne peut pas racheter tout son parc social. Forcément. L'idée, c'est de délaisser un peu les bailleurs sociaux, de récupérer le parc social plutôt un peu comme un service de gestion. Pourquoi? C'est de se dire qu'aujourd'hui, pour la plupart des gens dans les logements sociaux, c'est soit la faute du maire, soit la faute du bailleur. Donc, comme avec le bailleur, on n'a jamais de contact, l'idée, c'est de mettre un contact en mairie pour pouvoir réaliser plus rapidement les interventions, pour maîtriser la location, puisqu'aujourd'hui, on a des logements qui sont vacants, on ne le sait pas pourquoi, et surtout, la mairie n'est même pas informée, et pouvoir, en tout cas, projeter sur le futur la rénovation urbaine, et de ne pas mentir aux gens. Aujourd'hui, quand on voit que la cité Lamartine a été partiellement écroulée,
on se demande où sont passés nos locataires. Ils sont partis dans d'autres villes, mais pas à Villejuif, alors qu'il y a eu des bâtiments qui ont été construits. Aujourd'hui, quand on construit des logements sociaux où le prix des logements sociaux est aussi cher que dans le privé, je ne vois pas l'intérêt. Ce n'est pas la ville, en tout cas, qui m'a vu grandir et que j'ai aimé. Voilà. Ça, donc, via cette charte, vous pourriez faire baisser le prix des logements sociaux ? Alors, les rendre finalement plus équitables ? Sur les nouveaux logements sociaux qui vont être créés, l'idée, c'est de maîtriser le coût et c'est de maîtriser les loyers. Pourquoi ? Parce que sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir. Aujourd'hui, 2 pièces à côté de l'hôpital, l'Institut Gustave-Roussy, dans le social, c'est 900 €. C'est le même prix que dans le privé. Mais oui. Donc aujourd'hui, pour qu'un jeune Villejuifois ou même un couple de Villejuifois puisse se loger, ça devient très très compliqué. Et je l'ai vu dans l'immobilier. Vous mettez une annonce d'un bien immobilier, on reçoit 60 demandes en une journée. Donc on s'aperçoit que c'est vraiment un besoin fort. Aujourd'hui, malheureusement, la ville, il m'est arrivé j'ai plein d'anecdotes qui m'ont enrichi vraiment pendant cette campagne. Un agent qui est venu, qui m'a dit « Franck, voilà, je me sépare, j'ai 2 enfants, j'ai été à la mairie pour faire la demande d'un logement social. Ils m'ont dit « Pars dans le privé ». Seulement, il gagne 1 600 € par mois. Donc, si on veut qu'il se loge, il est obligé de partir au fin fond du 91. C'est pas possible. Aujourd'hui, il faut respecter d'abord nos Villejuifois. Il faut respecter les gens qui viennent de ces cités-là. Sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, ça veut dire aussi changer peut-être les conditions d'attribution ? Surtout les changer, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas du tout de transparence dans ces attributions. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une commission très serrée entre un citoyen, un représentant de la ville, un représentant bailleur, que le dossier soit complètement anonyme, donc avec un numéro unique, exemple, et qu'on puisse avoir une attribution qui soit vraiment transparente. Et déjà par rapport à 2 critères, l'ancienneté, puisqu'on a des demandes, et on a des gens que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qui ont fait des demandes et qui n'ont toujours pas de logement. Alors pour ça, il y a des lois et on peut accentuer, mais la plupart ne le savent pas. Et à côté de ça, aussi un degré d'urgence. Toujours pareil, pendant cette campagne, j'ai rencontré un couple de personnes âgées qui est venu et qui m'ont indiqué que leur fille avait... ça s'est déclenché, mais la sclérose en plaques chez elle, et qu'aujourd'hui elle était bloquée dans son logement social puisqu'il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a rien. Donc la mairie n'a toujours pas répondu. On a envoyé un courrier, ils n'ont pas répondu. Le bailleur social, pareil. Pour ne pas le citer, c'est Val de Vie, mais voilà. Oui. Donc le sentiment finalement des personnes que vous avez rencontrées, c'est un peu un sentiment d'abandon ? C'est pas un peu, c'est que ça. Voilà. Toutes les portes qu'on a frappées dans les logements sociaux, c'est ça. Les appartements qui sont dans des états d'insalubrité, l'abandon complet, des odeurs nauséabondes qui durent pendant des semaines et des semaines, des parkings, là on peut partir sur le parking des Lauzets, mais on dirait un parking, une déchetterie, le parking du supermarché Lidl, il y a des camions qui sont abandonnés depuis 10 ans, il n'y a personne qui fait rien. Donc ça, c'est impossible. Donc là, il faut que le maire reprenne la main, en fait. Ça, c'est de son domaine, finalement. Ah, c'est ça. C'est depuis longtemps, on en parle, de se dire qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont propriétaires de la voirie, et de se dire qu'à un moment donné, il faudrait peut-être la reprendre pour pouvoir la gérer nous-mêmes. Parce que sinon, encore une fois, on n'avancera pas. Oui, effectivement. Donc là, il y a vraiment des mesures très concrètes en faveur des habitants. Oui, concrètes, rapides à prendre. Oui. Et puis après, d'être, encore une fois, de les faire avec les habitants. Sinon, qui de mieux qu'un habitant des Lauzets pour savoir ce qu'il faut comme commerce à proximité, comme amélioration de leur logement. Encore une fois, un maire, il est maire de toute une ville. Oui. On ne peut pas dire demain qu'on connaît tous les quartiers par cœur. Et puis, il y a des quartiers à Villejuif qui sont complètement abandonnés. Vous allez en bas de la rue Midzola, les commerçants n'ont jamais vu un élu de leur ville. Donc, ça fait des années et des années qu'ils n'ont pas vu un élu. Et qui se sentent aussi déconsidérés, j'imagine. Ah, tout à fait. Forcément. Pour vous dire, la pharmacie, il y a une barrière qui a été posée. Les voitures ne peuvent plus rentrer. Oui. Donc, sur le coup, elle a un petit parking devant chez elle qui ne lui sert à rien. D'accord. Oui, donc là, il y a vraiment des... C'est du cas par cas, en fait, finalement, pour beaucoup. Enfin, il y a une mesure globale, et puis après, il y a beaucoup de cas individuels à gérer, je pense. Et là, il faut que le maire soit à l'écoute. Il va falloir surtout reconstruire un vrai service du logement à Villejuif, comme on a pu avoir par le passé. Mais là, aujourd'hui... bonne chance si vous voulez un logement social à Villejuif. Effectivement. On a plus de chances de gagner au loto que d'avoir un logement socialiste. Oui, manifestement, oui, ça a l'air extrêmement compliqué. Alors, vous prévoyez, toujours dans le domaine du logement, vous prévoyez également des logements adaptés. Oui. Aussi bien pour les personnes à mobilité réduite, pour les agents, les jeunes actifs, les hospitaliers. Oui, tout à fait. Puisque, encore une fois, ce sont des personnes, on a besoin d'eux. Aujourd'hui,
donc le professeur Trézalé qui est avec moi, Christophe, il disait très bien, on est en manque déjà d'infirmiers, on est en manque de sages-femmes, on est en manque de plusieurs spécialistes, on n'arrive pas à les attirer. Oui. Si déjà on n'arrive pas à leur proposer une offre pour se loger, pour pouvoir les attirer, et des locaux aussi pour eux, on n'arrivera jamais à garder des gens et à attirer des gens. Nos jeunes, aujourd'hui, la plupart, ils préfèrent partir pour pouvoir habiter. Et ils ne peuvent pas rester, justement. Alors qu'on a des gens qui ont envie de rester à Villejuif, qui aiment leur ville. Et ça devrait être primordial. Si déjà on n'arrive pas à garder les personnes que l'on a qui aiment leur ville, bah, automatiquement, les gens partiront, on aura des nouvelles personnes, et l'âme de Villejuif partira un peu. Et cette âme qu'on a connue, le Villejuif qu'on a connu, malheureusement, il s'effacera un peu. Tout à l'heure, en arrivant, on parlait un peu sur ce sujet-là. Mais quand on voit des quartiers de Villejuif laissés complètement à l'abandon, le marché de l'Aune, où quand j'étais petit, c'était une vraie fête. Aujourd'hui, c'est compliqué. On avait une fête foraine l'hiver à Villejuif sur le parking de la piscine. Oui. Voilà, c'est des petites choses. Oui, la ville s'effrite au fil du temps, en fait. C'est ça, et la vie au sein de la ville, voilà, tend à disparaître. Alors, on va parler aussi, on est toujours dans le vivre ensemble. Autre sujet qui vous importe, c'est la sécurité. Est-ce qu'on se sent aujourd'hui, parmi les gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils se sentent en insécurité dans la ville ? Mais en vrai, c'est une sensation d'insécurité. Oui. On s'aperçoit, selon les chiffres qui nous sont donnés, il n'y a pas plus de cas vraiment à Villejuif. Il y a beaucoup plus de petites agressions, de vendeurs à la sauvette ou des sensations comme ça qui sont créées par différentes choses, qui peuvent être créées par le manque de luminosité, par l'insalubrité de certains quartiers, qui peuvent être créées par justement le manque total de police, que ça soit autant à Villejuif, mais on a un commissariat à Villejuif qui, on va dire, c'est juste un dépôt de plainte. Aujourd'hui, le premier commissariat, c'est Cachan. Donc avant qu'il y ait une voiture qui puisse intervenir à Villejuif, on attend qu'il nous arrive quelque chose. Quand on voit qu'il y a une agression à côté de votre radio et que ça soit des agents ou des citoyens qui ont arrêté l'agresseur, on peut commencer à s'inquiéter. Donc sur le coup, on ne veut pas une police qui soit dure, pas du tout, au contraire, mais une police qui soit humaine. Une police de proximité ? Vraiment de proximité. Je me souviens, on avait un policier quand j'étais jeune, quand il rentrait, tout le monde s'asseyait, bonjour, on le connaissait, on avait tous son surnom en tête. Mais c'est ça, c'est d'avoir des gens qui soient reconnus, connus, qui vont au-devant et qui ne sont pas là que pour sanctionner, loin de là. Mais vraiment de créer ce côté-là, mais de rassurer les gens. Recréer du lien, en fait. Recréer du lien. Mais par contre, il ne faut pas que ça soit des cow-boys. Il faut qu'ils soient formés, que la formation soit obligatoire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il faut qu'ils aient une caméra piéton, parce que de l'autre côté, il faut aussi voir ce qu'eux, ils font. On vient souvent les attaquer, mais il faut aussi pouvoir les comprendre. Et pareil, s'il y a un événement qui se passe, toujours ce côté de transparence, on prend la caméra, il y a un citoyen, il y a le représentant des policiers et on analyse les vidéos ensemble. Donc vraiment avoir une police de proximité. Aujourd'hui, d'avoir une police 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, déjà pour rassurer tout le monde et pour aller au-devant. Le terminus, aujourd'hui, à Villejuif, devient très compliqué. Voilà, donc il faut vraiment que les gens puissent se promener à n'importe quelle heure, que nos enfants puissent se promener, que nos personnes âgées soient en sécurité. Oui. Il y a eu une recrue, beaucoup d'agressions sur les personnes âgées pendant l'été, et ça, malheureusement, il faut le prendre en compte. Mmh. Voilà. Et l'idée, c'est toujours de protéger. Voilà, que ça soit protéger nos enfants, pareil, de toute la malnutrition à l'école, mais pareil, de ce qui peut se passer devant les écoles. Effectivement. Alors, je crois, Sébastien, c'est aussi un sujet qui vous touche, la sécurité. Tout à fait, oui, je rejoins Franck. Il parlait du métro Louis-Aragon, où c'est un lieu qui n'est pas très bien éclairé, où il y a des gens qui vendent plein de choses. Hein. Du coup, on ne sait même plus ce qu'ils vendent, c'est incroyable. Et on se demande pourquoi ces gens sont là. On se demande pourquoi c'est encore possible en 2026 qu'il se passe ces choses-là. Il y a une sorte de démission. On constate qu'il y a une démission de la sécurité sur ces axes-là. Très important quand même, parce qu'il y a des écoles pas très loin. Il y a des mamans isolées avec 2 ou 3 enfants, donc ils passent avec leurs enfants à 17h, 18h. Quand c'est l'hiver, il fait noir. Il fait quasiment même nuit noire parce que ça ne marche pas, l'éclairage. L'éclairage est trop bas. On ne sait pas pourquoi.
Et donc c'est un peu compliqué et ça devient anxiogène pour les habitants. On a eu beaucoup de remontées. On a eu une personne qui est venue me voir au local qui s'était fait agresser en hiver par un homme qui l'a suivi. Alors pas agressé physiquement, heureusement pour elle, mais agressé dans un comportement qui n'était pas adéquat. D'accord. Alors qu'elle rentrait chez elle après une journée de travail. Donc tout ce qui est métro, sortie de métro, on se rend compte qu'à côté, il y a des agissements, des comportements qui sont inquiétants, très inquiétants. Oui, donc il y a un sentiment général aussi d'insécurité, c'est ce que vous avez pu voir en parlant aux habitants. Et pour revenir sur la sécurité, donc pour la police municipale, aujourd'hui, il y a un vrai sujet quand même, c'est que la police est soit armée ou pas du tout. Il n'y a pas d'accessoires pour aider les policiers à faire leur travail en toute sécurité, parce que un policier qui n'est pas outillé, ça peut dégénérer dans plusieurs situations. Donc l'idée, c'est qu'un policier qui doit faire face à quelqu'un de récalcitrant peut avoir un équipement pour le neutraliser, mais pas le blesser. Mais pas un équipement létal, bien évidemment. Mais, évidemment, donc pour pas le blesser. Donc il devrait avoir ces choses-là. Et quand on regarde les chiffres de la police municipale aujourd'hui, où il y a 13 policiers municipaux à Villejuif, on part du principe quand même que c'est un policier pour 1000 habitants. Donc cela veut dire que nous devrions avoir 50 policiers. Et donc 50 et 60 pour pouvoir avoir de la police 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Oui, forcément, oui. Oui, si vous voulez une rotation permanente, oui. Avec, comme l'a dit Franck, des personnes qui seront formées, avec des personnes qui seront équipées, des personnes aussi qui seront considérées, c'est important aussi. Il faut les considérer. Ils sont là pour faire leur travail, ils sont là pour notre sécurité, ils ne sont pas là pour nous embêter. Recréer du lien, bien évidemment, et aussi remettre des gens derrière les caméras. Oui, la vidéoprotection. La vidéoprotection, aujourd'hui, n'est pas utilisée à Villejuif. Donc ça vous paraît être un outil vraiment essentiel. C'est un outil essentiel. D'accord, effectivement. Déjà, c'est un outil abandonné puisqu'on l'a. De fait, oui. Voilà, on n'a personne derrière. Mais voilà. Donc il faut des moyens aussi humains pour utiliser ces moyens techniques, bien évidemment. Alors ça, c'était l'aspect sécuritaire. On va parler d'une catégorie de personnes dont on ne parle pas forcément souvent dans les élections, c'est les seniors. On les a évoqués tout à l'heure et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a beaucoup, le professeur Trézala le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'isolement de ces personnes. Est-ce que certains services ont été abandonnés? Alors je vais vous faire réagir l'un et l'autre. Est-ce qu'il y a des services qui ont été abandonnés par la ville de Villejuif? Le service d'aide à la personne, qui aujourd'hui est inexistant. Il y a le service d'accompagnement au niveau des voitures pour pouvoir les transporter. Et ça devient compliqué. Il y a un bruit qui court comme quoi la Valouette va être arrêtée. Donc petit à petit, on est en train effectivement d'isoler ces gens-là. Et malheureusement, ça devient un mal-être. On a fait justement, encore une fois, on a pu rencontrer beaucoup de personnes en porte-à-porte. Et il y a des personnes, ça fait 6 mois, 9 mois, 1 an qu'ils n'ont eu personne. Et ça devient vraiment inquiétant parce que on s'aperçoit qu'il y a des gens comme ça qui sont laissés à l'abandon et où il n'y a plus de vie du tout autour d'eux. Alors pour ça, c'est vrai qu'on a fait un atelier qui a été une réussite complète. Si on aurait pu pousser les murs, on l'aurait fait. Et ça a été vraiment un point important de notre programme, de redonner ça, de créer un lien humain entre eux, de recréer une envie d'aller vers l'autre. Moi, je vais vous donner un exemple, mais ma mère, quand je lui parle d'un service senior, pour elle, non, c'est des personnes très, très, très âgées, alors que non. On s'aperçoit, on a des éléments dans notre équipe, ils vont à la marche à pied tous les jours, au sport, à la boxe ou à d'autres activités en randonnée. Oui. Et c'est vraiment intéressant. Et ils créent vraiment un groupe. Ils avancent ensemble. La seule chose qu'ils m'ont demandé vraiment en priorité, hormis l'aide à la personne et le service d'accompagnement avec les véhicules, c'est surtout un lieu dédié pour eux. Un peu comme la création d'une maison des seniors, c'est ce que j'ai vu dans le programme. Voilà, la création d'une maison des seniors où ils pourront faire leur activité, limite manger le midi là-bas, donc leur mettre une petite cuisine pour qu'ils puissent se faire à manger, mais créer, ils font souvent des cours en visio de danse ou d'autres. On s'aperçoit qu'à la MPT, il y a des associations qui font des lotos, c'est une réussite. Et pourquoi attendre que ce soit des associations qui le fassent, mais pas pour eux? Voilà, plein de choses comme ça.
et le sport, puisque le sport santé aujourd'hui à Villejuif, mais le professeur pourra en parler mieux que moi. Là, je vais mais, tendre le micro. Voilà. Mais quand on a 3 hôpitaux à Villejuif qui sont connus dans le monde entier, je pense qu'on devrait être à la pointe du sport santé. Effectivement. Alors, professeur Trézalet, justement, je veux votre avis sur les mesures qui doivent être mises en place pour les seniors. Alors, les seniors, c'est un sujet stratégique. Pourquoi ? Parce que la population française vieillit et c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Le principal fléau qui touche aujourd'hui les seniors, c'est le maintien à domicile quand ils commencent à être dépendants ou malades. On voit dans nos services, on hospitalise des patients âgés. Ce qui empêche le retour à domicile, c'est l'absence dans un certain nombre de communes, dont la nôtre malheureusement, d'aide à la personne. Et l'immense majorité des patients âgés veulent retourner chez eux, et on peut le comprendre, y compris en hospitalisation à domicile ou quand il y a des soins lourds. Et donc, il n'est pas envisageable de pouvoir maintenir à domicile le plus longtemps possible des patients âgés sans qu'il y ait toute une politique locale qui soit mise en place pour aider les personnes âgées à rester chez elles. Donc, ça passe déjà effectivement par refidéliser sur le territoire, sur notre commune, des soignants. Oui. On parlait tout à l'heure, et c'est le premier axe. Oui, on va faire la passerelle, on va parler de la santé en même temps, comme ça va nous permettre de voir deux sujets en parallèle. Tout est lié, puisque qui s'occupe essentiellement des personnes âgées quand elles sont à domicile ou en EHPAD, c'est du personnel paramédical, aide-soignante, infirmière, kiné, etc. On ne peut pas en avoir s'ils ne sont pas sur le territoire. S'il faut qu'ils mettent 2 heures aller, 2 heures retour entre leur lieu de travail et leur domicile, c'est tout simplement une gageure de faire croire qu'on pourra maintenir à domicile les patients âgés. Donc, une des priorités pour garder le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile, c'est de fidéliser, de trouver du logement accessible. Et j'espère que c'est une mesure qui sera prioritaire, c'est de faciliter l'accès au logement ici des soignants paramédicaux à Villejuif. Oui. Et ensuite, on pourra envisager effectivement une politique de maintien à domicile des personnes âgées. Il faut déjà étoffer l'offre de soins avant de pouvoir s'occuper véritablement des personnes à domicile. Absolument, sinon on ne peut pas prendre le problème à l'envers, dire on va les maintenir à domicile, mais sans que les structures et les infrastructures autour aient été mises en place. Oui. Donc il faut remettre les choses dans l'ordre. Et donc les seniors, c'est un vrai sujet, la dépendance, le handicap. Finalement, tout se rejoint, ce sont des gens qui ont besoin d'aide, et sans aide à domicile, sans personnel dédié, il est impossible de mener une politique cohérente. Oui. Et dans le domaine alors là on parle des seniors bien sûr, dans le domaine de la santé, quelles sont les mesures phares du programme de Franck ? Déjà, donc comme je le disais en préambule, il y a plusieurs axes. Les seniors, on vient d'en parler, oui. C'est fondamental. Le sport et santé. Le sport et santé, c'est pour lutter effectivement à la fois contre l'obésité et le surpoids, mais aussi contre les cancers. On sait que aujourd'hui, de faire du sport réduit considérablement le risque de développer un cancer. Oui. Et plus on commence jeune le sport, et moins on a de risque de développer un cancer dans les 30 ou 40 ans qui suivent. C'est prouvé aujourd'hui. Donc favoriser le sport et la santé, c'est réduire les comorbidités, c'est-à-dire diabète, obésité, hypertension, c'est réduire le nombre de cancers. Et c'est un peu comme les seniors, commencer par réinjecter du personnel autour des seniors. Là, c'est revoir complètement l'alimentation collective, oui. L'éducation à l'alimentation. Ça passe par les écoles, par des ateliers. Alors aujourd'hui, il y a des choses qui sont à la mode, qui fonctionnent, c'est les ateliers cuisine. Et ça peut être des choses très intéressantes à mettre en place. Et qui seraient mises en place par la mairie, donc à destination de tous. Apprendre à manger, apprendre à sélectionner les aliments, tout en y mêlant effectivement une vraie politique, un engagement auprès de l'alimentation collective, pour réduire au maximum les aliments transformés, qui sont vecteurs de maladies. On le sait aujourd'hui, c'est pas un secret, non seulement d'obésité, mais de cancer, par un certain nombre de ce qu'on appelle les polluants éternels qui sont contenus dans les aliments, c'est-à-dire les microplastiques, des hormones. Donc, de repasser par une alimentation qui serait contrôlée, probablement que ça aura une influence considérable sur l'état de santé de la population. Et effectivement, il faut que ce soit une politique locale, parce qu'individuellement, c'est compliqué. Et donc, si la mairie s'engage dans une vraie politique de contrôle de l'alimentation et de la rééducation à l'alimentation, en y engageant aussi une politique du sport, ça ne veut pas dire forcément faire de la compétition. Ça peut être de la marche, ça peut être... Et comment, justement, quelle est la mesure phare du programme pour envoyer tout le monde vers le sport, vers la pratique, tout le monde, si ce n'est quotidienne, mais voilà, une grande partie. Tout le monde, c'est compliqué, mais en tout cas, faciliter l'accès aux activités sportives, déjà.
Ça passe par un soutien aux associations, c'est évident. Hein. Sans associations, la plupart des clubs sportifs n'existeraient pas. Donc le soutien aux associations, développer une offre de sport. Par exemple, beaucoup de gens ne se retrouvent pas dans les sports qui sont proposés. Et il y a 1000 choses qu'on peut faire sans être un grand sportif. Ça peut être de la marche nordique, ça peut être du vélo, ça peut être plein de choses. Et aujourd'hui, on travaille vraiment de façon très étroite avec des coachs sportifs pour proposer, en fonction de l'état de santé des uns et des autres et de leur âge et de leur capacité physique, des activités dites sportives qui profitent à tous. Donc on n'a pas besoin, quand on parle sport et santé, ce qui fait peur, c'est le mot sport en fait. Donc, on veut bien être en bonne santé, mais on veut bien être en bonne santé, mais sans faire d'effort. Voilà. Le mot sport fait peur et il est probablement excessif. C'est-à-dire, c'est de refaire de l'activité physique sans pour autant, effectivement, faire du marathon. On a le moyen de faire ça, de rééduquer dans les écoles, de créer des offres au niveau des associations. Il y a 1000 choses à faire qui pourraient bénéficier à la santé d'abord, puisque moi, je vois les choses par le prisme de la santé. Forcément. Et voilà, c'est une déformation, mais qui touche tout le monde. Oui. Voilà. Quel que soit l'état de santé, l'âge, la possibilité de mobilité, etc. Donc, avec Franck, on a beaucoup travaillé sur les possibilités, effectivement, d'offrir des activités physiques, on va dire, au-delà du sport, de façon facilitée à un maximum de la population de Villejuif, en fonction, et puis bien sûr travailler sur les associations qui pourraient les proposer. D'accord, très bien. Alors on va passer l'autre côté de la pyramide des âges. On va maintenant parler de la jeunesse. Alors, et là je vais donner un petit peu la parole à Sarah, parce que je sais que le domaine notamment de l'école de la petite enfance, c'est un sujet, vous l'évoquiez en préambule, qui vous concerne. Alors je voulais savoir quels sont les projets que vous allez mettre en œuvre si Franck, effectivement, est élu maire de Villejuif. Je sais qu'il y a notamment la création de 2 crèches qui est dans vos priorités. Exactement, enfin, je pense que c'est ce que j'ai dit en préambule, hein, ce qui manque cruellement à Villejuif, mais bon, pas qu'à Villejuif, malheureusement, hein, ce sont les places en crèche pour faire garder les enfants. Et c'est pour moi une condition sine qua non aujourd'hui pour permettre aux gens de travailler ou de retrouver un travail. Oui. Donc c'est aussi un moyen de réinsérer les gens ou de les maintenir à l'emploi. Aujourd'hui aussi, on parle de gens qui font de moins en moins d'enfants en France. Moi, j'étais la première aussi à me poser la question, avec cette panique totale de me dire, mais mon Dieu, comment je vais trouver un moyen de garde ? C'est très compliqué. Oui, concilier vie de famille et vie professionnelle. Exactement. Et c'est vrai que voilà, aujourd'hui, les femmes de plus en plus travaillent. La vie coûte cher. Donc c'est vrai que d'avoir aussi des solutions aujourd'hui permettent finalement de pouvoir travailler, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, à ses besoins personnels. Et ça, c'est des solutions qui manquent à l'heure actuelle. Donc il y a un manque au niveau des places en crèche, bien évidemment. Complètement. Enfin déjà, je pense depuis toujours. Et puis c'est vrai qu'on a vu dernièrement, dans ces dernières années, on a la chance à Villejuif d'être très proche de Paris, donc d'avoir plein de métros, des nouveaux métros aussi qui s'installent, donc des logements en construction à tous les coins de rue, mais en parallèle, il n'y a pas de crèches en fait qui se construisent, sauf que on accueille des gens, donc bien évidemment avec des nouvelles familles, des nouveaux projets d'enfants, de fait, et avec un manque cruel de place. Et donc heureusement, il y a des assistantes maternelles qui sont là, et je tiens à saluer la mienne, qui vraiment aujourd'hui pour moi fait partie de ma famille. Je pense qu'elle se reconnaîtra. Et qui sont des personnes exceptionnelles pour la plupart, en tout cas, sont très bien, et heureusement qu'elles sont là, mais pareil, elles sont aussi pas toujours en nombre suffisant, et j'ai la chance de faire partie du groupe des mamans de Villejuif, qui est un groupe extraordinaire, où il y a beaucoup d'entraide, et aussi je pense qu'elles se reconnaîtront ce soir. Et où justement on essaye de s'entraider sur j'ai une nounou qui libère une place. Oui, mais là en fait ça pallie le manque d'offres de la mairie. En mais fait. complètement. C'est les associations, c'est les mamans qui s'organisent entre elles. Donc là, en fait, faut on aider essaye ces de mamans. s'aider, mais aujourd'hui concrètement il manque tellement de choses pour. Alors déjà la petite enfance, et après on va parler de l'enfance aussi. Oui, parce que sur l'enfance, il y a aussi un projet, j'ai vu une diversification de l'offre extrascolaire. Ça, je voulais que vous me disiez un mot sur cette proposition. Alors là, pareil, l'idée, c'est vraiment d'apporter le plus de services, de solutions à nos enfants, donc pas forcément en dehors du cadre de l'école, mais déjà aussi au sein de l'école. Pourquoi ? Parce qu'ils sont déjà sur place. Et plutôt que d'avoir que l'étude et périscolaire, qui est déjà très bien, mais c'était aussi de se dire finalement de ramener l'associatif, que ce soit le sport, mais aussi la culture, au sein même de l'école.
Moi-même, voilà, depuis que mon fils est né à 3 ans, je n'ai jamais récupéré quasiment avant 18h30, jamais. Je vous cache pas que je le vis pas très bien parce que j'ai l'impression d'être une mauvaise mère. Et ma plus grande frustration, c'était, voilà, il y a énormément quand même d'associations aujourd'hui culturelles, sportives qui sont proposées. Mais c'est le lundi à 17h, le mardi à 4h30 ou à 18h. Et je n'ai pas malheureusement cette chance de pouvoir l'emmener. Donc la seule activité qui existait, c'était le lundi, le multisport en fait, qui permettait justement d'emmener les enfants directement au gymnase où ils les accompagnent. Donc mon fils a pu faire cela, mais c'est vrai que c'était la seule proposition. Mais ça reste très limité. Donc justement, quelle est dans cette offre de diversification? Je ne sais pas si c'est vous ou Franck peut-être qui veut dire un petit mot sur le sujet. Quelle est concrètement, comment elle se matérialiserait? L'idée, c'est de... Exemple, pour le sport, on pourrait voir avec les associations sportives de Villejuif. L'idée, on leur donne des subventions et ils pourraient faire un geste sur le coup la ville. Donc, c'est de ramener un peu des activités dans le sport, ce qui serait un peu un gagnant-gagnant. Pourquoi ? Parce que demain, vous allez faire découvrir un sport à un enfant. L'enfant, il tombe amoureux de ce sport. Quand il rentre chez lui, il va dire à ses parents « J'ai fait ce sport, j'ai envie de le faire ». Donc, à terme, c'est du gagnant-gagnant. Donc c'est pour ça que demain, quand on ramène les enfants vers le sport ou vers une autre activité, on parlait de la culture. Nous, quand on était petits, on avait même si aujourd'hui il y a plus de jeux vidéo ou les réseaux, mais il pourrait y avoir de nouveau tout ce qui est jeux de société. On parle dans notre programme de la construction d'une BD, mais c'est vrai qu'il y a des villes en France où les élèves construisent une BD et elle est offerte aux élèves qui rentrent au collège l'année d'après ou qui rentrent en primaire l'année d'après. Tout ça, c'est d'apporter une offre qui soit diversifiée et enrichissante pour les enfants. Pour un peu arrêter les écrans, puisqu'on s'aperçoit que plus ça va, plus les écrans deviennent un peu maladifs. Présent, oui. Voilà. Et donc, sur le coup, il faut faire quelque chose. On s'aperçoit que même l'hôpital à côté, Paul Brousse, a un service d'addictologie là-dessus. Donc, aujourd'hui, ça, c'est aussi pour nos enfants, mais c'est aussi pour aider les parents. Effectivement, les parents ont une envie et un besoin qui est d'aller travailler plus parce qu'ils en ont absolument besoin, mais d'avoir l'envie que leur enfant soit pas juste mis dans une classe à dire voilà, fais quelque chose, mais de leur apporter vraiment une offre que eux ne peuvent pas leur apporter parce qu'ils sont pas présents. Où les cours sont terminés, jusqu'à l'instant aussi où ils récupèrent leurs enfants soir, bien évidemment. C'est ça. Donc c'est pour ça vous ciblez plutôt la tranche 16h30, 18h30 dans cette offre. Ça c'est important. Alors il y a bien sûr rénovation des écoles parce que le parc des écoles est aussi en mauvais état. C'est pour ça quand on peut dire, on s'est eu tout à l'heure au téléphone et le fait de, pour moi, on parlait, et Christophe Tressalé le disait très bien, que l'environnement, l'écologie est important. La rénovation de nos écoles, c'est juste primordial. Aujourd'hui, déjà juste par des petites choses, de mettre des bacs à récupérateur d'eau, de mettre des panneaux solaires sur nos toits, juste de faire le strict minimum déjà, c'est important. On s'aperçoit qu'il y a des classes où l'été, il fait 30, 32 degrés, 35 degrés. C'est pas possible pour les enfants. Ils restent un certain temps assis. Déjà, l'école, c'est long, on le sait. Maintenant, il faut leur donner un environnement sain et digne. La qualité de l'air dans les classes, on ne s'est pas posé la question, mais à un moment donné, est-ce qu'on ouvre assez les fenêtres ? Est-ce que la qualité de l'air est importante ? La pollution, c'est ce qu'on disait aussi. Voilà, la végétalisation de nos cours. Alors nous, quand on était enfant, on était content de jouer sur le bitume avec des ballons en mousse. Mais quand on tombait, ça faisait mal. Et voilà, il faut penser à tout ça. Effectivement. Et puis, juste un point, c'est des tarifs de cantine plus équitables. Oui. Ça, c'est important aussi. Alors là, Sarah pourra encore mieux vous en parler que moi. Mais voilà. Alors, Sarah, oui, un petit mot, parce que là, malheureusement, on avance très, très vite dans l'heure. Non, pas de souci. Non, en vrai, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, le portail famille, je pense qu'on est tous d'accord à l'unanimité pour dire que c'est très compliqué. Ça ne marche pas forcément très bien. C'est difficile de réserver. Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Maintenant, si on n'a pas réservé, si on a le malheur d'avoir loupé un créneau, c'est 25% d'augmentation de surtaxe. Et en plus de ça, avec des tarifs qui d'année en année augmentent, avec une qualité des repas diminuée ou dégradée.
Donc on en parlait et ça rejoint aussi ce que dit le professeur. Enfin, la qualité de la nourriture est essentielle. On parlait aussi là, de la rénovation des écoles. Enfin, il y a des enfants aujourd'hui qui en plein hiver n'avaient pas de chauffage pendant plusieurs jours, ce qui pour moi c'est quelque chose de juste inacceptable pour leurs enfants, mais aussi même pour les professeurs qui sont là. Donc non, il y a tellement de choses à faire. Et l'idée, c'est d'avoir un système plus juste et des tarifs de cantine maîtrisés, mais avec une qualité qui ne soit bien évidemment pas diminuée et avec toujours cette préoccupation de l'équilibre alimentaire et aussi écologique, tout en gardant le bio et toutes ces démarches qui sont essentielles. D'accord. Donc là, ça fait partie également du programme et des mesures que vous mettrez pour les plus jeunes. Alors, on va rester dans le domaine de la jeunesse et des quartiers. Je vais redonner cette fois-ci la parole à Hassan. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour mieux accompagner les jeunes dans les quartiers ? Déjà, il y a un manque de personnel, un manque d'espace dédié, un manque d'écoute. Oui, c'est pour ça que vous le disiez tout à l'heure, effectivement. C'est pour ça que quand on prend le programme, il y a quelque chose qui est assez incroyable. Ça fait écho aussi à la maison des seniors. Ce serait la maison de la jeunesse. Oui. La maison de la jeunesse, parce que quand on prend les jeunes, la tranche d'âge est quand même assez large. On pourrait parler déjà à partir de la primaire CP, ça veut dire 6 ans, ça peut aller jusqu'à au-delà des 20 ans. Oui. Donc, avant de chercher à régler certains problèmes, déjà commencer à sensibiliser dès le plus jeune âge sur des thématiques malheureusement qui font un peu peur mais qui sont assez importantes, c'est-à-dire l'harcèlement scolaire. Maintenant, les jeunes, ils ont plus facilement accès à des téléphones, etc. Donc, il y a aussi le cyberharcèlement. Donc, déjà, sensibiliser dès le départ à ce niveau-là. On parle comme Sarah parlait tout à l'heure, des familles monoparentales. Oui. Malheureusement, il ne peut pas être au four et au moulin. Donc, comment on fait si un jeune est victime d'harcèlement, etc. Comment ça se passe ? Le professeur, malheureusement, il ne peut pas tout faire non plus. Une famille monoparentale, des fois, l'enfant a aussi un peu de mal à se confier aux parents. Bien sûr. Donc, on aura des personnes qui seront là dans cette maison de la jeunesse. Ça serait une maison un peu centrale où il y aura des personnes dédiées, où les enfants pourront venir en parler, etc. Parler de tout ce qui ne va pas, mais aussi de tout ce qui va bien. Suite à cela, on va parler aussi du collège, etc., de lycée, parce que les cours, je pense que ça ne suffit pas. Donc, un vrai accompagnement scolaire, que ce soit aussi pour les formations, ce que les jeunes veulent faire, ne veulent pas le faire. Et voilà, encourager pour les jeunes. aider dans leur orientation future, en fait. Exactement. Bon, après, c'est vrai qu'on a des conseillers d'orientation au collège et au lycée, mais bon, je pense que très peu ici ont des souvenirs. C'est insuffisant. Ouais, voilà, exactement. Et ça fait partie aussi d'un thème phare du programme, c'est l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et le logement. Oui. Parce que si on prend de manière chronologique, une fois que l'enfant il a fait la scolarité, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut pas faire, est-ce qu'il y a des formations, est-ce qu'il y a des dispositifs d'aide qu'on pourrait mettre en place du coup pour ces jeunes-là, et du coup les accompagner au fur et à mesure, parce que c'est... Et ça, l'accompagnement se ferait de quelle manière alors ? Toujours par la maison de la jeunesse ou alors d'autres intervenants ? Oui, voilà, des intervenants qui peuvent être des bénévoles ou autres, qui peuvent être dédiés à ça, avec des rendez-vous. Ça fait aussi penser à un dispositif de l'État qui s'appelle CEP, Conseillère d'évolution professionnelle, oui. Qui sont là, c'est pris en charge par l'État. Et du coup, c'est des jeunes, peu importe les projets, il y a une personne à côté qui est à l'écoute, qui travaille avec le jeune et qui peut proposer et orienter les jeunes en fonction de leur projet. Donc, on parlait de l'emploi et on parle aussi du logement. Donc, accompagner les jeunes qui veulent se loger, parce qu'il y en a qui sont malheureusement obligés de partir de la ville parce que le loyer est extrêmement cher, etc. Oui, c'est ce que disait Franck tout à l'heure, effectivement. Mais si on est attaché à la ville, etc., je trouve que les jeunes devraient être prioritaires. Enfin, les gens de Villejuif devraient être prioritaires. Oui. Donc, voilà. D'accord. Et Franck, j'ai vu que vous envisagez également la création d'un concours Entreprendre à Villejuif, en quelques mots. En quelques mots, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie de devenir un peu patron, d'essayer d'entreprendre un monde qui, à l'école, on leur dit que c'est pas possible. En tout cas, on les laisse pas espérer que c'est possible de demain de devenir patron et de réussir. L'idée, c'est que chaque année, on fait un petit concours. On prend les 5 meilleures créations d'entreprises ou les 5 meilleures idées, alors selon différents critères, et on vient les accompagner pendant un an, un peu avec une prime comme une bourse, oui. Et en partenariat avec un service juridique et un service de la communication, pour pouvoir les aider à se développer et avancer. On sait très bien que d'entreprendre dans le monde professionnel, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, si on ne les aide pas, beaucoup vont échouer. Et généralement, quand on échoue, on n'a pas envie de se le relever. Et pour ça, nous, on veut les aider, on veut les accompagner.
Pour tout vous dire, si c'est pas un secret avec Hassan, on a commencé, quand on a fait du porte-à-porte, quand on a été dans les quartiers, à poser des questions aux jeunes. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y a plein de portes aujourd'hui que les gens n'osent pas. C'est toujours le que fait-on? En vrai, on a pris des gens, ils nous ont posé des questions, on a regardé, et à Villejuif, il y en a beaucoup qui avaient des diplômes, qui avaient des capacités, et on a essayé de les accompagner et de les aider à avoir des stages. Alors, on a eu quelqu'un qui les a beaucoup accompagnés dans le monde de l'aviation et de Air France. On a trouvé des stages, on a réussi à les faire rentrer. On s'aperçoit qu'à Cheville-la-Rue, il y a la maison qui a été construite, c'est Chevilly ou Vitry, sur l'alternance dans le bâtiment. Oui. Aujourd'hui, il faut se servir de ça, parce que c'est un pôle d'activité où ils embauchent. Pour ça, malheureusement, comme ils ne sont pas en relation avec les collèges, où il y a l'orientation, ou après avec les lycées, on ne le propose pas assez aux jeunes. Donc il faut intervenir, y compris dans les collèges et dans les lycées, pour leur dire qu'il n'y a pas que 2, 3, 4 métiers possibles, mais qu'on peut tout faire quand on a envie. Leur ouvrir le monde des possibles, C'est ça. en fait, c'est ça. Ouais. Voilà. Oui, Quand on ose, on peut faire. Oui, effectivement. Donc là, il y a beaucoup de potentiel à Villejuif. Il faut qu'il soit mieux exploité, effectivement. Alors, moi, je voudrais, avant qu'on aborde les derniers thèmes très rapidement, il y a deux sujets qui ont été soulevés récemment. C'est le stationnement. Oui. Donc, je voudrais savoir le stationnement payant à Villejuif et le mal-être des agents municipaux. Quelles sont vos mesures dans ces deux domaines, Franck? Alors, pour le stationnement, c'est simple. Alors, il n'est pas là ce soir, mais j'ai rencontré toujours Mickaël, qui est avec moi sur la liste, qui était avec d'autres camarades à l'initiative d'une pétition quand le maire a décidé de mettre en place ce stationnement. On l'a trouvé juste injuste, du jour au lendemain, de devoir payer en bas de chez soi. C'est 35 € par mois, c'est ça? Maintenant, ça a été réduit. Alors peut-être grâce à la pétition, même certainement grâce à la pétition. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir circuler un peu, on va dire, dans toute la ville. On est conscient qu'on est à côté des aéroports, qu'on a bientôt 3 métros qui arrivent, qu'on est aux portes de Paris. Mais pour moi, c'est pas Villejuifois de payer ça. Oui. Donc on a décidé lors d'un atelier, on a entendu tout le monde, on a dit que ce n'était pas possible de pouvoir tout faire, de pouvoir tout rendre gratuit, puisque sinon automatiquement les gens allaient Villejuif allait devenir un parking à ciel ouvert, mais de dire qu'on offre un macaron par logement et par véhicule, ça c'est la première démarche. Un macaron, donc ça veut dire la gratuité? La gratuité, donc un véhicule par logement, et après les autres abonnements à 15 € par mois. D'accord. Donc certes, on va devoir reprendre le contrat qui a été mis. Oui, parce que voilà, il faut le savoir, donc il y a un contrat avec un prestataire. C'est ça. Donc l'idée, c'est de le reprendre, de renégocier avec lui, soit sur la durée, soit de le faire racheter, soit effectivement que la mairie gagne moins d'argent, mais c'est pas encore une fois au Villejuifois de payer. Surtout que parallèlement à ça, il y a des places de stationnement dans nos logements sociaux, dans nos cités HLM, les Lozem, Mermoz et d'autres, où ils sont devenus aussi payants. C'est-à-dire qu'un citoyen dans une cité HLM paye un stationnement en bas de chez lui et un stationnement pour aller dans le centre-ville ou emmener ses enfants à l'école. Et ça, c'est pas possible. Oui, bien évidemment. Voilà. Donc on devient une ville plus chère que des villes du 92. Effectivement, oui. Donc la mesure, on l'a vue et elle va être accueillie très favorablement par l'ensemble des habitants. Oui, et je remercie aussi et surtout ces jeunes qui ont été à l'initiative de ça. Puisque tout le monde a crié, mais encore une fois, c'est d'accord, mais que fait-on? Voilà, ils ont pris le taureau par les cornes, et ils ont fait cette pétition et je les remercie beaucoup. Ah oui. Alors, un petit mot aussi, malheureusement très, très rapide, mais ça va être sur le mal-être des agents. Quelles sont vos propositions concrètes? Juste catastrophique. Déjà parce que mon meilleur ami, un de mes 2 meilleurs amis est agent pour la ville. Au sein de notre équipe, on a des agents, donc ça, on le connaît parfaitement. Ça a été un cri et un crève-cœur quand ils ont vu justement qu'on n'arrivait pas à faire une fusion contre le maire sortant. Il n'y a pas aujourd'hui, je crois, il doit y avoir 85% des agents qui sont malheureux. On n'arrive pas à avoir de promotion en interne, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire, qui décide de quoi. Si on fait quelque chose un peu de travers, attention, il ne faut rien dire. Non, c'est une omerta aujourd'hui, Villejuif. On recrute, au lieu de recruter chez nous, on va recruter dans d'autres communes. Et encore une fois, on a décidé d'importer des gens de différentes villes au lieu de promouvoir nos agents qui sont déjà ici. Encore une fois, une ville sans maire, ça peut tourner.
Une ville sans ses agents, ça ne peut pas tourner, c'est pas possible. Forcément. Il y a un manque de reconnaissance chez le personnel. Il y a aussi des gens qui ne sont plus dans les postes qui leur correspondent. C'est ça. Donc ça, vous allez faire quoi? Un service RH dédié? Alors, déjà, la première chose, les premières démarches quand on va arriver, ça va être un audit financier, un audit RH, un audit au niveau du patrimoine, plus d'autres audits, mais ça va être la première étape. Quand on aura le retour de tous ces audits, on refera une réunion publique avec tous les citoyens, enfin tous ceux qui veulent venir, et on dira voilà notre programme par rapport à l'état de la ville actuelle. Oui. Comme il y a une omerta dessus, c'est difficile de tout savoir. Et on pourra dire voilà l'échéancier de notre programme, quand est-ce qu'il sera réalisé. L'idée aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout de promouvoir local et d'essayer que nos agents d'hier soient nos responsables ou nos cadres de demain. Voilà, c'est avant tout ça. Et c'est de leur apporter. Un peu comme quand on a une société privée, c'est le bien vivre dans sa société. Et c'est un peu de mettre une note. Et pour ça, on a prévu 2 applications, mais une au niveau des agents qui soit complètement anonyme, sauf pour le maire, et où l'agent peut soit nous donner des idées, soit nous remonter des choses. Pareil, pour lutter justement contre ce mal-être au travail. Oui, se sentir respecté, considéré, être force de proposition. C'est ça. On le sait très bien aujourd'hui, malheureusement, il faut passer par des strates pour arriver jusqu'au maire quand on est un agent. Pour ceux qui me connaissent, voilà, j'ai jamais changé de téléphone en 15 ans. Je crois que ça sera toujours pareil. Effectivement. Alors, il y avait encore d'autres domaines, mais malheureusement, là, le temps qui nous est imparti va toucher à sa fin. On reviendra lundi. Voilà, bien évidemment. Alors, si vous vouliez juste dire un petit mot, mais vraiment très, très court, entre l'écologie, les commerces, est-ce qu'il y aurait une mesure phare que chacun, ou voilà, juste en un mot, les mesures phares, que ce soit pour l'écologie, peut-être le professeur, juste en un mot, la mesure écologie. En un mot, l'écologie et la santé, c'est totalement lié. On a parlé des polluants, etc. Oui. Je crois qu'une des priorités, c'est de revégétaliser au maximum la commune, de préserver et de développer les friches urbaines. J'y tiens beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est un refuge à insectes. Je vais vous surprendre. En ville, les insectes sont très heureux si on s'en occupe. Il y a une très bonne mesure qui est actuelle, c'est celle du zéro phyto, qu'il faut encourager. Mais plus encore, il faut encore développer les friches urbaines pour permettre aux insectes pollinisateurs de prendre leur place. Ils sont très heureux à Villejuif. Il manque de fleurs, d'arbres mellifères et pollinifères. Et ça fait partie des grands projets que je soutiens et sur lesquels on suivra aussi les affaires. Oui, et vous prévoyez d'ailleurs la plantation de 700 arbres. Oui, c'est automatique, puisque, encore une fois, aujourd'hui, si on n'arrive pas à descendre le degré de chaleur, et on sait que d'avoir des arbres fait de descendre un peu ce degré de chaleur en centre-ville, et d'enlever le béton, tout ce qu'il y a, on n'arrivera pas dans les années à venir. Donc effectivement, c'est une mesure qui doit être obligatoire et phare, et je ne comprends même pas que toutes les mairies ne le prennent pas. Oui, effectivement. Alors, il y a d'autres programmes. Moi, ce que je vais faire, on va inciter les gens à aller sur votre site. Oui. On peut peut-être le citer, Franck, l'adresse du site pour... c'est Ensemble Retrouvons Villejuif, qui est directement sur Internet. Vous tapez www.ensembleretrouvonsvillejuif et vous nous trouvez directement. Voilà. Alors, que vous souhaitez pour ce dimanche ? C'est déjà d'essayer de dormir, une bonne nuit de repos, que tout se passe bien dimanche. Oui. Je souhaite déjà remercier en avance tous les agents qui sont mobilisés et qui seront là. Et une élection la plus juste possible. J'espère et je souhaite et je pense qu'elle soit positive pour nous. Mais ça a été une aventure humaine qu'on continuera, où on se battra, peu importe le résultat. Encore une fois, je pense qu'elle va être positive, mais ça a été de magnifiques rencontres. C'est vraiment, si on doit mettre un point là-dessus, les rencontres humaines qu'on a pu faire tout au long de ces 12 mois de campagne, malgré les petites attaques qu'on a eues, ça a été peut-être l'année la plus enrichissante de ma vie. Et ça, déjà, je remercie toute mon équipe, mais tous les bénévoles, tous les sympathisants, mais toutes les personnes qui nous ont ouvert la porte, qui sont venus nous intercepter sur le marché, qui sont venus à notre rencontre. À tous ces gens-là, j'aimerais leur dire merci. Et puis à tous les Villejuifois,
Voilà. Bien évidemment. Alors moi aussi, je vais vous remercier tous les 5 d'être venus sur le plateau. Merci à chacun de vous pour votre participation. Merci beaucoup. Et puis je vais remercier également, bien évidemment à la réalisation, je vais remercier Nolan Elongo qui m'a accompagné ce soir. Je vais remercier le public qui est présent dans la salle avec nous. Je vais dire aussi un merci tout particulier à Rabah Baloul, le directeur d'Armada. Merci à lui parce que je l'ai connu quand j'étais enfant. Et franchement, on avait un vrai service jeunesse à l'époque. Voilà, donc merci à lui. Donc bien évidemment, un grand merci à Rabah. Merci à Éric Durand qui est à la communication de la chaîne. Et puis merci à vous tous pour votre fidélité à l'émission. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro de Place des Enjeux.